Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette, présentation de la prise en main de l'interface, de LiveObjects et plus particulièrement, sur la manière dont on provisionne un objet LoRa et où on va pouvoir, retrouver les informations, qui le concernent. Quand vous vous connectez à votre compte, LiveObject, la première partie sur laquelle vous arrivez, c'est ce tableau de bord, sur lequel vous pouvez voir un certain nombre, d'informations qui, concernent vos objets. La première fois que vous vous connectez, ce tableau de bord est évidemment vide. On va tout de suite passer, dans le menu à l'onglet Parc qui vous permet d'avoir accès, à la manière de provisionner votre premier équipement. C'est ici à l'écran sur Ajouter un équipement que, vous devez vous diriger. On verra, dans un second temps la possibilité de créer en masse des objets. On va commencer par, un ajout manuel. Quand il s'agit de la connectivité LoRa et qui est celle qui est, présentée à l'écran, vous avez un certain nombre, de champs, qu'il sont nécessaires de rentrer avec des informations, que l'on va détailler, tout de suite. En tout premier lieu, vous avez le DEVI ou le Device Unique Identifier qui est, un identifiant unique propre à l'objet. Ce DEVI, il peut vous être communiqué de plusieurs manières. Soit c'est vous qui créez votre objet et à ce moment-là, vous devez, fournir à LiveObject les DEVI que vous avez en votre possession. Si vous cherchez à configurer un objet qui vous a été, vendu par un fabricant, en général, celui-ci vous fournit les éléments nécessaires au provisioning de votre objet. On le verra, donc ce DEVI, et on parlera ensuite de l'API et de l'APP-Key qui sont en fait les 3 informations sans lesquelles vous ne pourrez pas provisionner un objet. Donc le DVI, on vient d'en parler. Ensuite, on vous propose le profil. Dans l'object, il y a un certain nombre de profils, que je fais défiler à l'écran, qui sont une manière, plus facile pour vous de configurer un objet, s'il fait déjà partie de cette liste. C'est-à-dire que, Orange et les équipes LiveObjects ont, déjà préconfiguré un certain nombre de paramètres. Si vous ne trouvez pas votre objet dans cette liste, vous allez descendre jusqu'à la lettre L et on va utiliser en fait un profil, générique. Alors pardon, il se trouve, à la lettre G et vous allez sélectionner, suivant le type et la classe de votre objet, en fait ce profil qui est celui qui est le plus communément utilisé, qui est le générique classe A, qui est la classe LoRa A, RX2 SF12. Et de cette manière, vous êtes assuré qu'on utilise des paramètres qui sont, génériques et qui vont fonctionner avec, la totalité des objets. Vient ensuite, la ligne, du décodeur. Cette fonctionnalité est liée à, un type d'abonnement LiveObjects particulier, qui est disponible dans l'offre de test et ensuite disponible pour les comptes, LoRa Premium. Ce décodeur est une possibilité que vous donnez à LiveObject de connaître la manière dont sont encodées vos données pour que, dès réception des payloads LoRa, LiveObject soit à même de décoder ces données et d'afficher des informations en clair. Ce n'est absolument pas une obligation, c'est un choix optionnel. On verra, par la suite de cette présentation comment et pourquoi, on crée un décodeur. Vous avez ensuite une option de connectivité, ce qu'on appelle Hack Uplink. C'est la possibilité d'utiliser les messages confirmés qui sont prévus dans la LoRaWAN. Ce n'est pas une option qui est disponible, de base dans les comptes LiveObject, elle doit être, faite de manière spécifique, mais ce sera bien ici, si vous voulez utiliser les messages confirmés pour un objet, que vous viendrez, le signifier. Dans notre cas, on va laisser, cet hack uplink à désactiver. Le plan de connectivité, est ici le plan de connectivité basique, qui est celui qui est utilisé pour la quasi-totalité des objets. Si vous aviez sélectionné le hack uplink pour votre objet auparavant, vous verriez un nouveau plan
de connectivité liées à cette possibilité d'utiliser les messages confirmés. On revient ensuite à l'API et l'APP-Key, qui sont les 2 clés de sécurité qu'il est absolument nécessaire et obligatoire de rentrer, pour provisionner un objet. Il y a une règle, dans, la LoRaWAN qui dit que, pour un objet donné, en fait, c'est le couple DVI APP-Key qui doit être unique. Cela veut dire que vous pouvez avoir la même API pour tous vos objets, mais il est absolument nécessaire que, pour tous les objets que vous provisionniez, le DVI et l'APP-Key soient uniques et propres à chaque objet. Cela veut dire, encore une fois, ça dépend de la manière dont les informations vous ont été fournies, par le fabricant, de l'objet. Le dev UI est en général fourni et n'est pas laissé, à la liberté en termes de création. En revanche, les API et les APP-Key, sous réserve de respecter le format, de ces 2 clés, peuvent être choisis par l'utilisateur. C'est par exemple le cas lorsque vous utilisez, des kits de maquettage ou de prototypage où vous pouvez vous-même fixer ces données. Il est important que vous recopiez ici, celles que vous avez utilisées dans votre objet. On a ici un point, concernant la sécurité. Je vous ai dit que l'API peut être le même pour tous vos objets. Si vous faites un API différent par objet, c'est-à-dire qu'on a vraiment pour chaque objet un DVI, une API, une APP-Key qui sont uniques, on renforce bien évidemment la sécurité. On vient donc de voir tous les éléments qui sont absolument nécessaires pour le provisioning, comme le DevEI, l'APEI, l'APP-Key. On passe maintenant sur des informations qui vous sont demandées, qui sont à votre main, comme le nom de l'équipement que vous allez choisir. Il peut respecter pour vous certaines règles de nommage, ou bien vous l'appelez maquette 1, prototype 2. Là-dessus, vous êtes totalement libre du nom que vous donnez. Les ID d'équipement et les stream ID sont des valeurs qui sont déterminées par LiveObjects avec des formats par défaut. On ne rentrera pas ici dans le détail de la personnalisation qui est possible. C'est une fonction un peu plus avancée et qui, pour vous, vous donne des possibilités d'identifier ces objets au travers des API de manière un petit peu plus particulière. On a par contre, dans les 2 groupes suivants, les 2 lignes suivantes, la notion de groupe et de tag. Ce sont, des manières que propose LiveObject de ranger, en fait, vos devices au sein de votre compte. Vous voyez ici que, si vous ne fixez rien, vous serez dans le groupe racine, et tous vos objets se retrouveront, à la racine de votre parc. On a la possibilité, sous réserve d'avoir créé ces groupes auparavant, de venir attribuer à votre objet au moment de son provisioning, un groupe qui existe déjà. Cette possibilité, vous pouvez la faire au moment du provisioning et vous pouvez bien évidemment la faire a posteriori, au moment où vous voyez que vous avez besoin de cette nouvelle fonctionnalité. Le tag est aussi une possibilité qui vous est donnée, de ranger vos objets, non pas en les organisant par dossier, mais en leur, attribuant une étiquette, avec, une valeur qui vous est propre, qui n'a de signification, que pour vous. Ça peut être par exemple le numéro d'un batch de production ou la version de firmware. À partir du moment où vous fixez et vous attribuez un tag à un objet, ce sera une clé de recherche pour venir le rechercher, par la suite. Sur les propriétés, je ne ferai pas de détails, on verra, plus tard et vous aurez la possibilité dans la documentation, de voir, comment, on peut utiliser, heu, ce champ dans LiveObjects. Enfin, en tout dernier lieu, vous avez la possibilité dans LiveObjects de fixer
des coordonnées géographiques pour un objet. Je m'attarde un tout petit peu sur cette possibilité. On va parler là d'objets qui n'ont pas de capacité propre à délivrer une position, qui serait équipée, par exemple, d'un récepteur GPS. On va parler plutôt, et comme c'est indiqué dans le terme, de géoloc statique, c'est-à-dire qu'au moment du provisioning ou a posteriori, si vous voulez, vous pouvez fixer des coordonnées géographiques qui indiquent où cet objet a été installé ou est utilisé. C'est une manière ensuite, la manière dont vous pouvez utiliser cette information, c'est évidemment de mapper vos objets sur une carte. Heu, il ne faut pas confondre cette géolocalisation statique avec les autres types de géoloc qui existent, et en particulier pour les objets LoRa, comme des objets qui sont capables de produire une géoloc eux-mêmes. On en a parlé par exemple avec un récepteur GPS, ou encore la géolocalisation, la macro-géolocalisation, qui est une fonctionnalité proposée par le réseau, mais qui n'a absolument pas la même précision de résolution. Donc on a fait le tour, maintenant je remonte un petit peu dans l'écran, de toutes les informations dont vous avez besoin, et quand tous ces champs sont bien remplis, le bouton «Créer» ici devient orange et vous avez la possibilité de valider la création de votre objet. Je ne le fais pas ici, avec, des valeurs. On va aller rechercher maintenant un objet dans le parc que j'ai déjà créé auparavant, et on va, voir comment on visualise ces données, les effets, de l'utilisation ou pas d'un décodeur, et d'autres fonctionnalités. On revient, ici dans mon onglet parc, et vous voyez sur la gauche de l'écran qu'en fait j'ai déjà créé un certain nombre de groupes. On voit sur la partie droite tous mes objets qui sont, affichés sans tri particulier. Si je viens ici sélectionner un de mes groupes, on voit que la partie droite de l'écran s'adapte et ne m'affiche que les objets du groupe. Je vais choisir, donc pour les besoins de cette démonstration, le premier objet, et donc on rentre ici dans le détail, des objets. Sur la partie supervision, on a un certain nombre d'informations qui vous sont données et produites automatiquement sur, le nombre de messages que vous avez reçus, les taux de réussite de ces messages, le nombre de gateways moyennes ou la qualité du signal LoRa. Donc je ne vais pas rentrer dans le détail, mais si on vient ici sur le menu identité, on va retrouver les informations que l'on a saisies lors du provisioning, avec le nom, les ID et les stream ID qui ont été créés par dépôt, s'il y a un groupe qui a été positionné, et toutes les informations. Vous voyez par exemple ici que je n'ai pas saisi pour cet objet de géolocalisation statique. Ce qui est important de comprendre, c'est que en particulier, vous avez ici en haut à droite ce petit crayon, et qui est aussi disponible dans l'autre section sur les interfaces LoRa, qui vous permet de venir modifier a posteriori les infos que vous avez saisies lors du provisioning. En particulier, je vous l'avais expliqué sur le groupe, on peut venir ici modifier, si on le souhaite, le groupe ou des tags, même après le provisioning de l'objet. On a ensuite 2 autres sections, qui sont, le trafic, donc la possibilité d'accéder aux messages proprement dit, de l'objet, et vous voyez, ici, en particulier l'effet de l'utilisation d'un décodeur. Alors je reviens sur l'identité, et pour vous montrer que ici, à la ligne décodeur, j'ai bien, appliqué un décodeur, que j'ai créé pour cet objet. Heu et quand je reviens dans les messages, LiveObject m'indique ici, à l'état de décodage, que le message qu'il a reçu, la payload a été transmise au décodeur, et qu'on a bien, du coup, LiveObject qui affiche des données décodées, donc en clair, on va dire lisibles par un humain, alors que si je clique sur le détail, vous voyez qu'en fait la payload qui a été transmise par cet objet, c'est celle qui est ici et qui est une chaîne de caractères hexadécimales.
qui n'est pas, lisible et compréhensible, heu, par défaut. C'est donc, cette fonctionnalité de décodeur, quelque chose qui vous est laissé à votre main. Soit vous l'utilisez et vous confiez à LiveObjects la capacité de décoder les données, soit vous dites que ce décodage est fait chez vous et quand vous recevez les messages, vous appliquez votre propre décodeur sur votre plateforme. Voilà. On a, ensuite, rapidement quelques informations qui vous sont, données à chaque message. Ici le rang du message. Il faut savoir qu'un objet LoRa, à partir du moment où il a fait un join et que, il se met à transmettre ses messages, incrémente chaque message, de 1 en 1. Vous trouvez, ici cette information. Le port qui a été utilisé, qui est une, fonctionnalité qui est proposée par la LoRaWAN. Vous pouvez choisir un port différent, si votre objet, émet par exemple des messages qui sont différents, des messages de service, des messages de data, des messages d'urgence. Vous pourriez fixer un port, à chacun, de ces types de messages. Les informations qui suivent sont des métadonnées concernant, la manière dont le signal a été reçu, donc un indicateur visuel de qualité de réception et ensuite des indicateurs numériques qui vous expliquent donc le RSSI, le niveau de signal, le SNR, le niveau de signal sur bruit, l'estimated power, le spreading factor, qui est très important, en LoRa, qui s'étale entre 7 pardon et 12, 7 étant la meilleure valeur et 12 la manière, dont l'objet utilise, le maximum de capacité de transmission pour être entendu le plus loin possible. On voit que cet objet ici communique en spreading factor 11 sur une fréquence, de la bande, de LoRa et qui est plus précisément la 868.3. Et ensuite, une information qui est importante, qui est celle de redondance spatiale, qui, vous dit, combien d'antennes, de gateways ont entendu le message de cet objet. On comprend bien là que plus le nombre, de gateways est élevé, plus la qualité, heu, de service de réception de vos messages seront importantes. Sur cet objet-là, on peut dire que, donc il y a une seule gateway qui entend l'objet. On a un RSSI qui est déjà, dans des valeurs qui commencent à baisser un petit peu, d'où le signal réseau que l'on voit. Heu, on peut, dans certaines conditions, sur cet objet-là, peut-être, perdre quelques paquets. Donc c'est une manière, en analysant ces valeurs, de comprendre, ce qui peut se passer au niveau de la réception ou de la perte de messages. On parle là, ici, des messages uplink, donc qui sont émis par l'objet et reçus par le réseau. La ligne d'après, est, celle qui recense les messages qui ont été émis, heu, par vous, l'utilisateur, vers votre objet, ce qu'on appelle des downlinks. Donc on voit ici, le contenu de ces messages, quand, ils ont été, programmés et surtout leur état. L'état processed, dit que, ce message a bien été acheminé jusqu'à l'objet. Et enfin, le dernier menu que l'on, trouve, dans cette section, c'est celui du journal qui est, l'endroit où vous allez retrouver, heu, toutes les informations, les communications, les erreurs, ou la confirmation du bon fonctionnement, concernant votre objet. On voit ici, essentiellement, des uplinks. Vous trouverez en particulier, la première fois que vous allez connecter votre objet ou à chaque fois que celui-ci fait un join pour, rejoindre le réseau, vous verrez l'enchaînement des messages avec, un join request qui vient de l'objet, un join success qui, indique que l'opération s'est bien terminée et avec un join accept qui a été, envoyé par le réseau. Le journal est, le premier endroit où vous allez, pouvoir confirmer le bon fonctionnement de votre objet et s'il y a des dysfonctionnements, essayer de comprendre, la nature du dysfonctionnement. Donc, on a fait le tour de la manière dont on pouvait, provisionner un objet, lui attribuer un groupe, l'organiser et voir
quelles sont, les différentes, possibilités qui vous sont ouvertes, par Live Object. Je vais faire, un petit détour, dans la partie, données pour vous montrer, que c'est dans ce menu-là, si l'option est disponible pour vous, que vous pouvez aller gérer vos décodeurs. Il existe 2 grandes catégories de décodeurs, ceux que vous pouvez créer vous-même, qu'on appelle, et qui sont utilisables, immédiatement. Donc on appelle essentiellement les décodeurs paramétrés binaires et qui s'adressent à des objets dont les payloads ont des formats, fixes et non variables. Et puis, des décodeurs plutôt, de type, script qui, eux, sont capables de s'adapter à des payloads de type, variable et à des objets qui envoient différents types de messages. Je vous renverrai, à la documentation dans le centre d'aide pour, avoir, plus de détails sur ces décodeurs. Voilà, je reviens donc, à mon tableau de bord et donc, lorsque vous aurez provisionné votre premier objet et qu'il commencera à envoyer des messages, vous verrez, évidemment, votre parc, grandir, les activités, et tout ce dashboard se construire au fur et à mesure avec toutes les données que vous recevrez. Merci de votre attention.